Imaginez un instant, vous regardez un match, vous pariez quelques centaines d'euros et en quelques minutes, vous pouvez gagner des milliers. Tentant, n'est-ce pas? C'est exactement ce que promet les paris sportifs. Mais derrière cette illusion de gain rapide se cache une réalité beaucoup plus sombre. Les paris sportifs ne sont pas une invention récente. Leur histoire remonte à plusieurs siècles, bien avant l'avènement d'Internet. Les premières formes de paris existaient déjà dans la Grèce antique et à Rome, où les spectateurs misaient sur les courses de chars et les compétitions athlétiques. Au fil du temps, ces pratiques ont évolué. Au 19e siècle, avec la montée des courses hippiques en Europe, les paris se sont structurés et ont commencé à générer des revenus considérables. Puis, au 20e siècle, les bookmakers professionnels ont émergé, offrant des codes plus sophistiqués et créant un véritable marché. L'avènement d'Internet et des applications mobiles a bouleversé le paysage. Les paris sportifs ont devenu accessibles à tous, à toute heure, depuis un smartphone ou un ordinateur. Ce qui était autrefois limité à un cercle restreint de passionnés est désormais une industrie mondiale. Aujourd'hui, des milliards d'euros circulent chaque année sur ces plateformes qui ne cesse de croître. Ce n'est plus seulement un loisir, c'est devenu un véritable business et ce phénomène ne se limite pas en Europe ou bien aux États-Unis. En Afrique, en Asie et dans toutes les grandes villes, on voit fleurir des boutiques et des applications dédiées attirant des millions de personnes avec des gains rapides. Mais derrière cette vitrine attrayante, il y a une logique impeccable. La majorité des joueurs perdent souvent beaucoup et les opérateurs profitent de chaque erreur, de chaque exploit, de chaque impulsion. C'est dans ce contexte que nous allons plonger dans cette vidéo. Nous allons comprendre comment fonctionne ce marché, pourquoi il est si difficile de gagner et surtout comment l'addiction s'installe et transforme la vie des millions de personnes. Ce que vous allez découvrir n'est pas simplement théorique, ce sont des faits, des chiffres et des témoignages qui montrent l'envers du décor. Alors, restez attentifs car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard par rapport aux paris sportifs et peut-être même sur votre propre rapport à l'argent et au risque. Maintenant que nous avons compris d'où viennent les paris sportifs, comment ils se sont installés progressivement dans nos sociétés et pourquoi ils sont devenus aussi populaires, une question devient inévitable. Si ce système existe depuis aussi longtemps, s'il génère autant d'argent, s'il est autant promu par des publicités, des influenceurs, des artistes et même parfois des proches, alors comment fonctionne-t-il réellement? Parce qu'entre ce qu'on nous montre, les tickets gagnants, les gros gains, les success stories et ce qui se passe réellement en coulisses, il y a un fossé énorme. Et tant qu'on ne comprend pas les règles réelles du jeu, on continue de jouer sans savoir contre qui on joue, ni surtout pourquoi on perd presque toujours à la fin. On va donc enlever le masque, on va décortiquer étape par étape le fonctionnement réel des paris sportifs, le rôle des bookmakers, les codes, les algorithmes et surtout cette vérité dérangeante que peu de gens osent dire clairement. Les paris sportifs ne sont pas conçus pour vous faire gagner sur le long terme. C'est maintenant que tout devient clair. À ce stade, une question s'impose naturellement. Si autant de gens parient, si autant de publicités promettent de gains, alors pourquoi si peu de personnes gagnent réellement sur le long terme? Pour comprendre cela, il faut absolument comprendre comment fonctionne le cœur du système. Et tout commence par un personnage clé, le bookmaker. Le bookmaker n'est pas un divin, ce n'est pas quelqu'un qui prédit les résultats par la magie. C'est avant tout un mathématicien, un statisticien et surtout un gestionnaire de risques. Son objectif n'est pas de savoir qui va gagner un match. Son objectif est beaucoup plus simple. Être sûr de gagner de l'argent quoi qu'il arrive. Lorsqu'un match est programmé, le bookmaker analyse une quantité énorme de données. Les performances passées des équipes, les blessures, la météo, l'enjeu du match, la fatigue des joueurs, les statistiques individuelles et même le comportement des parieurs. À partir de tout cela, il établit ce qu'on appelle une probabilité. Prenons un exemple simple. Imaginez un match entre deux joueurs de tennis de niveau équivalent. Le bookmaker estime que chacun a 50% de chances de gagner. Logiquement, une cote juste devrait être
2,00 pour chacun. Mais vous ne verrez jamais presque ça. À la place, on vous proposera par exemple 1,85 pour le joueur A, 1,85 pour le joueur B. Pourquoi? Parce que le bookmaker prélève sa marge, ce qu'on appelle le vigoriste ou overhand. C'est ici que le piège commence. Dès que vous placez un pari, vous acceptez une cote inférieure à la probabilité réelle. Autrement dit, le risque que vous prenez n'est jamais rémunéré à sa juste valeur. Et ce détail change tout. Sur un pari isolé, cela ne se voit pas. Mais sur des centaines de paris, cette marge devient un mur infranchissable. Mathématiquement, vous êtes condamné à perdre sur le long terme. Et plus vous jouez, plus cette certitude se renforce. Mais les bookmakers ne s'arrêtent pas là. Aujourd'hui, les plateformes modernes utilisent les algorithmes puissants, actifs 24 heures sur 24. Ces algorithmes ajustent les cotes en temps réel en fonction non seulement des événements sportifs, mais aussi du comportement des joueurs. Si trop de personnes parient sur une équipe, la cote baisse. Non pas parce que l'équipe est moins forte, mais parce que le bookmaker veut limiter son exposition au risque. En réalité, vous ne jouez pas contre le sport, vous jouez contre un système mathématique conçu pour vous battre. Et même si par miracle, vous devenez rentable pendant un certain temps, le système vous repère. Les bookmakers savent exactement qui gagne, qui perd, combien vous misez, à quelle fréquence et surtout si vous êtes dangereux pour eux. À partir de là, plusieurs choses peuvent arriver. Vos mises sont limitées, certains codes deviennent inaccessibles, vos paris sont refusés ou votre compte est tout simplement bloqué. Autrement dit, les gagnants ne sont pas les bienvenus. C'est un paradoxe violent. Les plateformes attirent les joueurs en parlant de gains, mais n'acceptent réellement que ceux qui perdent. Et maintenant, parlons du piège le plus destructeur de tout, le rattrapage des pertes. Vous perdez 100 €, votre cerveau ne voit pas une perte, il voit une injustice. Il vous murmure, fais juste un dernier pari, tu vas récupérer ce que tu as perdu. Ce mécanisme est parfaitement connu des bookmakers. Ils savent que la majorité des pertes importantes ne vient pas d'un mauvais pari, mais de la tentative désespérée de se refaire. C'est là que les mises augmentent, que les décisions deviennent irrationnelles et que les pertes explosent. Statistiquement, plus vous tentez de vous rattraper, plus vous vous enfoncez. Ce n'est pas une faiblesse personnelle, c'est une réaction humaine normale, exploitée volontairement. Et c'est exactement pour cela que les bonus existent. Les fameux 200% sur votre premier dépôt, boost de codes, ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des appâts psychologiques. Ils servent à vous faire parier plus tôt, plus souvent et avec moins de méfiance. Une fois que vous avez gagné une première fois, même une petite somme, votre cerveau enregistre cette sensation comme une récompense. C'est à ce moment précis que la dépendance commence à s'installer. Alors oui, certaines personnes gagnent. Oui, il y a les histoires de succès, mais ce que vous ne voyez jamais, ce sont des milliers de tickets perdants. Les dettes, les comptes vidés, les familles brisées. Sur le long terme, les chiffres sont impeccables. La grande majorité des joueurs perdent de l'argent et une partie significative des profits des bookmakers provient des joueurs en difficulté. Ce système n'est pas basé sur du hasard. Il est basé sur la probabilité, la psychologie et la répétition. Et dans ce jeu-là, le seul gagnant constant, c'est l'opérateur. Dans le prochain chapitre, nous irons encore plus loin. Nous parlerons de l'addiction, du ciblage des jeunes, des quartiers populaires et de la manière dont cette industrie transforme un loisir en piège social. Et là, vous comprendrez pourquoi ce sujet dépasse largement le simple cadre du sport. À ce stade de la vidéo, une chose devrait déjà être claire. Si les paris sportifs continuent de prospérer malgré le fait que la majorité des joueurs perdent de l'argent, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un problème de chance, ce n'est pas un manque d'intelligence et ce n'est pas non plus parce que les gens sont faibles. La vérité, c'est que les paris sportifs reposent sur une mécanique psychologiquement extrêmement importante, étudiée, testée, perfectionnée depuis des décennies. Et cette mécanique porte un nom, l'addiction
comportementale. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'addiction au jeu ne commence pas avec des grosses sommes. Elle commence souvent très doucement. Un petit pari pour s'amuser, un ticket de $1 ou $3, puis un gain. Un petit gain, parfois insignifiant, mais suffisant pour déclencher quelque chose dans le cerveau. À ce moment précis, le cerveau libère de la dopamine, pas au moment où l'argent arrive, mais au moment de l'espoir, au moment où le pari est placé. C'est exactement le même mécanisme que dans les drogues, les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Le plaisir ne vient pas du résultat, mais de l'attente. Et les plateformes de paris le savent parfaitement. C'est pour cela qu'elles multiplient les micro-paris, les paris en direct, les codes qui changent toutes les 30 secondes. Elles veulent maintenant le jouer dans un état de tension permanente. Toujours un nouveau pari possible, toujours une occasion de se refaire, toujours une raison de rester connecté. Et c'est là que le piège se referme. Parce qu'un jour, le joueur perd, puis il rejoue pour récupérer, puis il perd encore. Et à ce moment-là, ce n'est plus le plaisir qui guide le geste, mais la peur d'avoir perdu, la honte, l'ego, l'envie de ne pas accepter l'échec. C'est ce qu'on appelle la spirale du rattrapage. Et c'est l'un des mécanismes les plus destructeurs de l'addiction au jeu. Beaucoup de joueurs vous diront la même chose. Je ne jouais plus pour gagner, je jouais pour ne pas perdre ce que j'avais déjà perdu. À partir de là, les conséquences deviennent lourdes. Endettement, mensonge, vol parfois, dépression. Et dans les cas les plus extrêmes, des pensées suicidaires. Les témoignages existent. Ils sont nombreux. Ce qui rend la situation encore plus grave aujourd'hui, c'est l'âge des joueurs. Les plateformes affirment que les jeux sont interdits aux mineurs. En théorie, mais dans la réalité, des adolescents de 13, 14, 15 ans parient déjà avec le téléphone de leurs parents, avec des comptes prépayés, avec de l'argent mobile, sans aucun contrôle réel. Et pourquoi ces jeunes sont-ils si vulnérables? Parce qu'ils grandissent dans un environnement où le pari est normalisé, où il est intégré au football, où il est présenté comme un prolongement naturel du match. Regarder un match sans parier devient presque étrange et surtout sont en train de leur dire que c'est normal. Des artistes, des footballeurs parfois sont admirés, suivis par des centaines de milliers, voire des millions de jeunes. Quand un influenceur dit utilise mon code promo, gagne 200% de bonus, le message réel que reçoit un adolescent n'est pas joue de manière responsable. Le message réel c'est moi je joue, moi je gagne et toi aussi tu peux gagner. Même si une petite phrase de prévention est glissée à la fin, elle pèse bien peu face à l'impact émotionnel du reste du contenu. Et c'est là que la question de responsabilité morale se pose. Peut-on promouvoir un système qui détruit des vies tout en se dédouanant avec une phrase comme jouer responsable? Peut-on toucher de l'argent grâce à des codes promo tout en sachant que parmi ceux qui vont cliquer, il y aura des personnes vulnérables, des joueurs déjà dépendants? La vérité, c'est que les plateformes ont compris quelque chose de fondamental. Elles n'ont pas besoin de convaincre tout le monde. Elles ont seulement besoin d'une minorité de joueurs très actifs, très engagés, très dépendants. Ce sont eux qui génèrent l'essentiel des profits et ce sont souvent les plus fragiles. Alors, quand on voit les campagnes massives en Afrique, en Asie, ciblant principalement des jeunes hommes issus de milieux populaires, on ne peut plus parler de hasard. C'est une stratégie qui transforme le rêve de réussite rapide en une dépendance silencieuse. Et c'est peut-être ça le plus grave dans toute cette histoire. Parce que pendant qu'on parle de divertissement, de football, de passion, des milliers de jeunes sont en train de perdre du temps, de l'argent, de la confiance en eux, en croyant qu'un ticket gagnant va changer leur vie. Alors que le système, lui, est déjà en train de les utiliser. Et maintenant que nous avons compris comment l'addiction se met en place et qui en paye le prix, il est temps de regarder encore plus large. Parce que derrière chaque joueur dépendant, il y a une industrie mondiale, des milliards d'euros et des stratégies économiques et politiques qui dépassent largement l'individu. C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Tout ce que nous venons de voir sur l'addiction au jeu montre une chose essentielle. Le problème ne s'arrête pas dans la tête du joueur. L'addiction n'est pas une faiblesse
faiblesse individuelle, ni un simple manque de volonté. C'est le résultat d'un système qui exploite des mécanismes psychologiques précis, qui cible les jeunes, qui utilise des figures d'influence pour normaliser le risque et rendre le jeu désirable. Mais quand cette dépendance s'installe, elle ne reste jamais confinée à une seule personne. Elle déborde, elle touche la famille, elle affecte les relations, elle modifie les comportements, elle fragilise les foyers entiers. Et quand ce phénomène devient massif, quand il concerne des millions de personnes, il finit par impacter toute la société. C'est à ce moment-là que la question n'est plus seulement psychologique, mais économique et sociale. Alors maintenant, il faut élargir le regard, sortir du cerveau du joueur et observer ce que les paris sportifs font réellement à nos communautés, à nos économies et à notre avenir collectif. De suite au chapitre suivant. Quand on parle de paris sportifs, on se focalise presque toujours sur l'individu, sur le joueur, parfois sans s'en rendre compte, sur ses choix, sur sa responsabilité personnelle. Mais si on s'arrête là, on passe à côté de l'essentiel. Parce que les paris sportifs ne sont pas seulement un problème individuel. Ils ont des conséquences économiques et sociales massives à première vue, mais bien réelles dans nos familles, nos quartiers et nos économies. Commençons par l'impact le plus évident, l'appauvrissement des ménages. Dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, en Amérique latine ou bien dans certains quartiers populaires en Europe, l'argent misé dans les paris sportifs n'est pas de l'argent en trop. C'est souvent de l'argent qui aura pu servir à autre chose. Nourriture, scolarité, soins médicaux, projets personnels. Quand une personne perd 20 € une fois, ce n'est peut-être rien. Mais quand elle perd 20 € chaque semaine, chaque mois pendant des années, l'impact devient énorme. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que ces pertes ne sont pas réparties équitablement. Ce ne sont pas les plus riches qui perdent le plus proportionnellement. Ce sont les plus modestes. Les paris sportifs fonctionnent comme un transfert de richesse inversé énormément. Les chiffres de croissance impressionnants, les joueurs, eux, s'enfoncent parfois dans la précarité, parfois sans s'en rendre compte. Cette pression financière entraîne inévitablement des tensions au sein des familles. Disputes, mensonges, dettes cachées, emprunts non remboursés. Dans certains cas, des vols, parfois au sein même de la famille. Nafi Diouf, étudiante à l'Université virtuelle du Sénégal et gérante d'un multiservice à Dakar. Elle est accusée d'avoir détourné 3 millions de francs CFA selon l'Observateur. Cette somme appartenait à son employeur. Selon l'Observateur, quelques jours après son embauche dans l'entreprise, Nafi va détourner cette somme et va par la suite miser sur des paris sportifs. Mais malheureusement pour la jeune femme, elle va perdre sa mise. Une mésaventure qui va conduire Nafi Diouf devant la justice afin de répondre de ses actes par une plainte déposée par son employeur qui réclame son agent. Placée sous mandat de dépôt le 19 février, elle a été jugée le lundi 24 février dernier par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Nafi Diouf a reconnu les faits à la barre du tribunal en précisant avoir déjà restitué 1 million de francs CFA à son employeur qui réclame le reste de son argent selon la presse sénégalaise. Le procureur de la République a requis l'application stricte de la loi pénale. Finalement, le tribunal a opté pour 1 mois de prison avec sursis pour Nafi et elle devra obligatoirement rembourser 2,1 millions de francs CFA à son employeur pour réparer le désagrément. Un jeune joueur de paris en ligne au Bénin a collecté une somme de près de 21 millions de francs CFA pour le compte de l'entreprise dans laquelle il travaille. Mais il n'est pas allé verser les sous, il a plutôt disparu. Interpellé quelques jours après, le jeune homme a confié qu'il a joué au paris en ligne sur BetClick avec les fonds. Statuant en matière correctionnelle à l'audience de flagrant délit, le tribunal de première instance de Cotonou a retenu le prévenu dans les liens de la prévention pour abus de confiance. Alors, le jeune homme a été condamné à 60 mois d'emprisonnement, dont 40 mois fermes. Il doit payer 23 millions de francs CFA selon les réquisitions du ministère public. Le pari ne détruit pas simplement un compte bancaire, il fragilise les relations humaines. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Sur le plan social, les paris sportifs créent une illusion dangereuse, telle que la réussite peut venir sans effort, sans formation, sans travail sur le long terme. Chez les jeunes en particulier, cela modifie profondément le rapport à l'argent. On ne parle plus de construire quelque chose, mais de tenter un coup. On ne parle plus de projet, mais
de tickets. Le football devient un moyen non plus de s'inspirer, mais de spéculer. Résultat, certains jeunes passent des heures à analyser les codes, à suivre des pronostiqueurs, à regarder les matchs non pas pour le plaisir de sport, mais pour l'enjeu financier. Pendant ce temps-là, les opportunités sont mises de côté. Études, apprentissage de compétences, entrepreneuriat réel. Et quand la perte arrive, parce qu'elle arrive presque toujours, le sentiment d'échec est profond. Beaucoup se sentent bloqués, frustrés, en retard sur leur vie. À l'échelle d'un pays, ces comportements ont aussi un coût. L'argent qui sort massivement vers des plateformes ne circule plus dans l'économie locale. Il ne crée pas d'emplois durables. Il ne finance pas de projets productifs. Il quitte le pays tout simplement. Et ce qui est paradoxal, c'est que certains États, attirés par les taxes et les licences, ferment les yeux sur les dégâts sociaux, pensant y trouver un gain économique. Mais à long terme, les coûts sont bien plus élevés. Prise en charge des addictions, problèmes de santé mentale, déscolarisation, criminalité liée à l'endettement. Se pose toujours la même question. Devons-nous accepter de mettre en danger autant de personnes pour percevoir des impôts? Ces recettes fiscales sont à mettre en parallèle avec un autre chiffre, celui du coût social de l'addiction. Selon différentes études, le jeu d'argent coûterait aux États européens 2 à 3 fois plus qu'il ne leur rapporte. Je m'occupe de patients souffrant de jeux pathologiques depuis une quinzaine d'années. L'évolution qu'on peut observer, c'est un rajeunissement de notre file active. Donc maintenant, il n'est pas rare de voir arriver des jeunes hommes qui ont 20, 25 ans et qui souffrent déjà de jeux d'argent pathologiques avec un certain nombre de conséquences négatives très handicapantes et qui les poussent à solliciter de l'aide. Autrement dit, ce que l'État gagne d'un coup, il perd souvent de l'autre. Dans certains pays, les paris sportifs ont même contribué à banaliser une culture de risque permanent, où perdre de l'argent devient normal, où parier devient un réflexe, où ne pas jouer donne l'impression de passer à côté de quelque chose. Et c'est là que le problème devient collectif, parce qu'une société où une partie importante de la jeunesse mise leur avenir sur le hasard est une société qui s'affaiblit, une société qui détourne son énergie de la création, de l'innovation. Les plateformes, elles, continuent d'avancer un discours bien rodé. Les gens sont responsables de leurs choix. Nous créons de la valeur. Après avoir vu les conséquences économiques et sociales des paris sportifs, une question devient inévitable. Tout cela, est-ce vraiment le fruit du hasard? Est-ce simplement une accumulation de décisions individuelles malheureuses ou est-ce le résultat d'un système organisé, structuré, pensé pour produire exactement ces effets-là? Parce que quand on observe l'endettement massif, la précarisation des jeunes, les familles détruites, l'argent qui quitte les économies locales pour alimenter les multinationales étrangères, on comprend que ce phénomène n'est pas accidentel. Il est conçu. Derrière chaque pari perdu, il y a une architecture invisible. Derrière chaque jouet accro, il y a des stratégies. Derrière chaque slogan promettant du plaisir ou du fun, il y a des mécanismes précis pour vous faire rester. Miser et recommencer. Alors, maintenant, il est temps d'entrer dans les coulisses, de comprendre comment ces plateformes fonctionnent réellement et surtout jusqu'où elles sont prêtes à aller pour maximiser leur profit. C'est exactement ce que nous allons décortiquer dans le chapitre suivant. À ce stade de la vidéo, une chose doit être claire. Si les paris sportifs sont devenus aussi puissants, aussi omniprésents, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas non plus uniquement parce que le sport est populaire. C'est parce que derrière chaque application, chaque publicité, chaque bonus, il y a une stratégie extrêmement bien pensée. Les plateformes de paris sportifs ne vendent pas du sport. Elles vendent un comportement. Quand vous ouvrez une application de paris, rien n'est laissé au hasard. Les couleurs
couleurs, les notifications, les sons, les animations, tout est conçu pour maintenir votre attention, provoquer une réaction émotionnelle et vous pousser à agir vite, très vite. Le principe est simple. Plus vous pariez, plus l'entreprise gagne de l'argent. Et pour y parvenir, les opérateurs doivent vous garder actifs le plus longtemps possible. C'est là qu'intervient la première grande stratégie, la fausse impression de contrôle. On vous donne l'illusion que vous êtes acteur du jeu. Vous choisissez le match, vous analysez les statistiques, vous comparez les codes, vous avez l'impression de prendre une décision réfléchie. Mais en réalité, vous jouez dans un environnement totalement déséquilibré, conçu pour des professionnels dont le seul objectif est de vous faire miser encore et encore. Chaque code que vous voyez intègre déjà une marge pour le bookmaker. Peu importe l'issue du match, l'opérateur gagne sur le volume global des mises. Vous êtes persuadé de faire un choix intelligent. Lui, il sait déjà que sur le long terme, vous perdez. Ensuite vient la stratégie du premier gain. Les plateformes savent qu'un joueur qui gagne dès le début a beaucoup plus de chances de revenir. C'est pour ça que les bonus d'inscription, les paris gratuits et les offres boostées existent. On vous donne l'impression que vous démarrez avec un avantage. En réalité, c'est un hameçon. Ce premier pari gagnant provoque une montée d'adrénaline très forte. Le cerveau enregistre cette sensation comme une réussite personnelle et inconsciemment, vous cherchez à le revivre. C'est exactement le même mécanisme que dans les addictions chimiques. Récompense rapide, plaisir intense, envie de recommencer. Plus progressivement, le piège se referme. Les paris deviennent plus fréquents. Les mises augmentent, les pertes commencent à s'accumuler. Mais à ce stade, le joueur ne pense plus en termes de plaisir. Il pense en termes de récupération. Il veut se refaire. C'est là qu'intervient la stratégie la plus dangereuse. Exploiter l'espoir. Les opérateurs savent que la majorité des joueurs reviennent après une perte importante. Ils le savent parce qu'ils ont les données historiques des mises, fréquence de jeu, heures de connexion, montant perdu, tentative d'arrêt. Tout est enregistré, analysé et exploité. Quand un joueur commence à se détacher, à ne plus se connecter pendant quelques jours, il reçoit une notification, un message, une offre personnalisée, 10 € gratuits, puis 20, puis 50. Ce n'est pas de la générosité, c'est une relance ciblée. Plus vous êtes vulnérable, plus les offres deviennent attractives. Et dans certains cas, les plateformes ciblent volontairement des personnes en difficulté financière parce qu'elles savent qu'elles sont plus enclines à prendre de risques. Une autre stratégie clé, c'est la saturation. Aujourd'hui, on peut parier sur absolument tout. Le score final, le nombre de corners, le premier buteur, le prochain carton jaune, le prochain coup franc. Aujourd'hui, je me retrouve ici sur le terrain de Betclic. Il y a un match entre Gradure et NASA. À chaque but, il y aura 100 € de free bet offert. À chaque petit point, il y aura 50 € de free bet offert. Et à chaque dinguerie, de gros défis ou de sombrero retournés, il y aura 1000 € de free bet à gagner. Le prochain point, le match ne s'arrête jamais vraiment. Même quand il n'y a pas de football, il y a du tennis, du ping-pong, de l'e-sport, du basket, des championnats obscurs à l'autre bout du monde. L'objectif est simple, qu'il y ait toujours quelque chose sur lequel miser. Le pari devient une activité continue, intégrée au quotidien. On ne regarde plus le sport pour le plaisir, on le regarde pour le pari. Et pour toucher encore plus de monde, les opérateurs utilisent les relais puissants, les influenceurs, les artistes, les créateurs de contenu. Quand un youtubeur, un rappeur ou un tiktoker populaire vous dit utilise mon code promo, le message n'est pas perçu comme une publicité, il est perçu comme un conseil, comme une opportunité, comme une chance à saisir. Je suis vraiment content, alhamdoulilah, et très fier de porter au OneXBet. Surtout chez les jeunes, ces partenariats donnent une image cool, accessible, presque communautaire des paris sportifs. On parle de parier pour le fun, de jouer responsable, tout en poussant les offres qui encouragent à miser toujours plus. La responsabilité est diluée. L'influenceur dit qu'il fait de la prévention. La plateforme dit qu'elle respecte la loi. Et le joueur, lui, se retrouve seul face à ses pairs. Enfin, il y a une stratégie dont on parle très peu. L'inaction volontaire face à l'addiction. Les opérateurs savent identifier les joueurs à risque. Ils en ont l'obligation légale dans de nombreux pays. Mais dans les faits, les mesures sont minimes. Tant que le joueur continue à miser, tant qu'il ne se plaint pas officiellement, tant qu'il ne menace pas l'image de la plateforme, il est laissé tranquille. Parce qu'un joueur dépendant est un joueur rentable. Dans certains pays, plus de la moitié de chiffre d'affaires des paris sportifs provient de joueurs considérés comme problématiques. Ce n'est pas un accident, c'est le cœur du modèle économique. Les plateformes pourraient réduire l'addiction. Elles pourraient limiter
limiter certaines pratiques. Elles pourraient ralentir le rythme, mais cela impliquerait de sacrifier une partie de leur profit. Et c'est là que tout se joue. Les stratégies des opérateurs ne se reposent pas sur le hasard. Elles reposent sur la science, la psychologie, les données et le marketing. Et tant que ce modèle restera aussi lucratif, il continuera à s'étendre, surtout dans les régions du monde où la régulation est faible et la population jeune. Et justement, c'est vers ces régions que nous allons maintenant nous tourner, parce que l'impact des paris sportifs n'est pas le même partout. Et dans certaines parties du monde, les dégâts sont encore plus visibles, encore plus profonds. C'est ce que nous allons analyser dans le prochain chapitre. Jusqu'ici, nous avons parlé des paris sportifs comme d'un système global. Mais pour comprendre l'ampleur réelle du phénomène, il faut maintenant regarder comment ce modèle s'implante concrètement région par région en s'adaptant aux lois, aux cultures, surtout aux vulnérabilités locales. Car les bookmakers ne se développent pas de la même manière partout. Sur les 195 pays reconnus par l'Organisation des Nations Unies dans le monde, il y a 29 pays dans lesquels 1xBet est autorisé. Et parmi ces 29 pays, où la plateforme est autorisée, 23 pays sont des pays africains, signifiant approximativement que près de 80% du marché de 1xBet se trouve en Afrique. 1xBet est sans conteste le numéro 1 sur le continent. Il a su gagner le cœur des Africains grâce à leur promesse de rentabilité largement supérieure à la concurrence, promettant jusqu'à 200% de bonus sur les premiers dépôts grâce à leurs différents codes promo. Il observe, il teste, il ajuste et partout, il applique la même logique. Aller là où la régulation est faible, où la jeunesse est nombreuse, où l'espoir d'ascension sociale est fort. Commençons par l'Europe, berceau moderne des paris sportifs en ligne. En Europe de l'Ouest, au Royaume-Uni, en Espagne ou en Italie, les paris sont aujourd'hui parfaitement intégrés au paysage sportif. Les logos des bookmakers sont sur les maillots, dans les stades, dans les émissions télé, sur les réseaux sociaux. Salut à tous, soyez les bienvenus dans On Parie. Aucune surprise pour cette première journée des playoffs 1, mais rien n'est définitif, rassurez-vous. Et d'ailleurs, l'équipe de On Parie a analysé pour vous la situation. Que va-t-il se passer ce week-end? On va vous aider à miser correctement sur le 1, le X ou le 2 et tout ça sur le site évidemment de circus.be. Autour de cette table pour vous conseiller, Manu Ferreira, il a toujours le sourire comme tous les vendredis, ça nous fait bien plaisir. Bonsoir Manu. Bonsoir Émilie. Le pari est devenu un geste banal, presque culturel, mais cette normalisation a un coût. Ce sont aussi ces pays qui enregistrent certains des taux les plus élevés des joueurs problématiques. Au Royaume-Uni, par exemple, les dégâts sont tels que même d'antiens responsables politiques parlent d'aujourd'hui d'une catastrophe sanitaire. La régulation existe, mais elle arrive toujours après coup, quand les dommages sont déjà installés. En Europe de l'Est, le scénario est différent, mais tout aussi inquiétant. Les revenus moyens y sont plus faibles, les contrôles parfois plus souples et les opérateurs y voient un terrain idéal. Les bonus y sont plus agressifs, les publicités plus directes et la promesse d'argent rapide y résonne encore plus fort. Résultat, une explosion du jeu chez les jeunes adultes, souvent sans structure d'aide solide pour les accompagner. Mais c'est en Afrique que le phénomène prend une dimension particulièrement alarmante. L'Afrique aujourd'hui est l'un des marchés les plus convoités par l'industrie des paris sportifs. Une population extrêmement jeune, un chômage massif, une passion intense pour le football et une pénétration rapide des smartphones. Pour les bookmakers, toutes les conditions sont réunies. Les plateformes y communiquent en langue locale, utilisant les influenceurs populaires, sponsorisent les événements de quartier. Dans de nombreux pays, des mineurs parient sans aucune difficulté. Et l'argent misé, souvent vital pour les familles, quitte le continent pour enrichir les entreprises basées à Malte, à Chypre, au Royaume-Uni et dans les Caraïbes. Le modèle est très similaire. Brésil, Mexique, Colombie, Argentine, le football est une religion et les bookmakers l'ont parfaitement compris. La libération rapide du secteur, parfois sans cadre solide, a ouvert la porte à une avalanche de publicité de plateformes. Là encore, ce sont des jeunes hommes issus des classes populaires qui constituent le cœur de la clientèle. Les mêmes promesses, les mêmes illusions, les mêmes conséquences. En Asie, le marché est colossal. Dans certains pays, les paris sportifs sont officiellement interdits, mais massivement pratiqués via des plateformes
offshore. Dans d'autres, ils sont tolérés ou partiellement régulés. L'Asie représente des centaines de millions de parieurs potentiels et des flux financiers gigantesques. On y retrouve les réseaux très structurés, des paris à très gros volume, parfois liés à des circuits illégaux, au blanchiment d'argent ou à la manipulation de matchs. Et depuis quelques années, un nouveau segment explose. Les paris sur l'e-sport qui ciblent une population encore plus jeune, parfois mineure, dans un univers présenté comme ludique et moderne. Enfin, les États-Unis. Longtemps opposés aux paris sportifs, les États-Unis ont changé le cap récemment, depuis la légalisation progressive dans plusieurs États. Le marché connaît une croissance fulgurante. Les publicités envahissent les retransmissions sportives, les applications se multiplient et les mêmes mécanismes que ceux observés ailleurs se mettent en place, mais à une échelle gigantesque. De nombreux experts parlent déjà d'une répétition annoncée des erreurs européennes, mais en accéléré. Ce tour du monde montre une chose très claire. C'est une industrie mondiale, mobile, opportuniste, qui s'adapte à chaque territoire pour maximiser ses profits, souvent au détriment des populations les plus fragiles. Et partout, malgré les différences culturelles, le résultat est le même. Des joueurs qui perdent, des familles qui souffrent et des entreprises qui gagnent. Dans le chapitre suivant, il faudra alors se poser une question essentielle. Face à un système aussi puissant et mondialisé, que peut-on faire? Après avoir fait le tour du monde des paris sportifs, une question s'impose naturellement. Est-ce qu'on peut encore agir ou est-ce que cette industrie est devenue très puissante, trop installée, trop mondiale? La réponse est plus nuancée qu'on ne le pense. Les États ont tenté de réguler les paris sportifs, souvent avec de bonnes intentions. Limiter l'illégalité, protéger les joueurs, encadrer les flux financiers. Mais dans les faits, la régulation arrive presque toujours après l'explosion du marché. Et surtout, elle se heurte à un adversaire très bien organisé, très mobile et extrêmement influent. Dans de nombreux pays, les lois existent sur le papier. Interdiction de jouer pour les mineurs, obligation de prévention, plafond de mise, message de jeu responsable. Mais la réalité est tout autre. Les contrôles sont faibles, les sanctions rares et les opérateurs trouvent constamment les moyens de contourner les règles. Une entreprise peut être sanctionnée dans un pays et continuer à opérer depuis une autre juridiction sans réelle conséquence. Le cœur du problème, c'est que la régulation est nationale, alors que le marché est mondial. Un bookmaker peut être basé à Malte, hébergé techniquement ailleurs, sponsoriser des autres influenceurs dans un autre pays et cibler des joueurs sur tout un continent. Cela rend l'application des lois extrêmement complexe, surtout pour les États aux moyens limités. Pourtant, certaines pistes existent. La première concerne la publicité. Les pays qui ont commencé à limiter fortement la présence des paris sportifs dans les médias ont observé une baisse de l'exposition des jeunes. Réduire les publicités pendant des matchs, interdire le sponsoring sur les maillots, encadrer strictement le marketing sur les réseaux sociaux. Ce sont des leviers puissants. Moins on voit le pari, moins il devient un réflexe. La deuxième piste concerne l'identification et la protection des joueurs à risque. Les opérateurs disposent des données extrêmement précises sur le comportement des parieurs. Ils savent qui joue trop, qui perd trop, qui revient systématiquement après une perte. Techniquement, ils pourraient agir, bloquer les comptes, limiter les mises, imposer des pauses. Mais cela va à l'encontre de leur modèle économique. C'est là que l'intervention des autorités devient indispensable, avec des obligations réelles et des sanctions dissuasives. Une autre solution passe par la fiscalité. Si les paris sportifs génèrent autant d'argent, alors une part significative devrait obligatoirement financer la prévention, les soins, l'accompagnement des personnes dépendantes. Dans certains pays, cela existe, mais reste largement insuffisant au regard des dégâts causés. L'addiction au jeu est un problème de santé publique et elle devrait être traitée comme telle. Mais la régulation ne peut pas tout. Il y a aussi une responsabilité collective, culturelle, éducative. Parler des paris sportifs dès le plus jeune âge, expliquer les probabilités, démontrer les illusions de l'argent facile, montrer les conséquences réelles derrière les success stories mises en avant sur les réseaux. Tant que le pari sera présenté comme un raccourci vers la réussite, il continuera de séduire. Les influenceurs et les personnalités publiques ont également un rôle majeur à jouer. Promouvoir des plateformes de paris auprès d'un public jeune et vulnérable n'est pas un acte neutre. Derrière chaque code promo, il y a des vies impactées et cette responsabilité morale ne peut plus être ignorée. Enfin, il existe une solution souvent sous-estimée, le témoignage. Quand d'anciens joueurs dépendants parlent, quand des familles racontent ce qu'elles ont vécu, quand les coulisses de l'industrie sont exposées, le discours change. Et parfois, cela suffit à empêcher une perte
personne de tomber dans le piège. La lutte contre les paris sportifs abusifs n'est pas une bataille simple, mais ce n'est pas une bataille perdue d'avance. Elle commence par l'information, elle continue par la régulation et elle se renforce par la prise de conscience collective. Après avoir exploré les différentes mesures de régulation, les limites des lois existantes et les solutions possibles pour protéger les joueurs, il est temps de mettre le visage sur ces chiffres et ces règles. Car la théorie seule ne suffit pas à comprendre l'ampleur du problème. Derrière chaque promotion agressive ou limite insuffisante, il y a des vies impactées, des familles touchées, des parcours brisés. Pour vraiment saisir ce que signifient les paris sportifs dans le quotidien des joueurs, il faut écouter ceux qui l'ont vécu, ressentir leur expérience, voir comment les mécanismes dont nous avons décrits se traduisent en conséquences concrètes. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons plonger dans des témoignages, des histoires réelles, les cas concrets qui révèlent l'envers du décor et montrent sans détour ce que signifie réellement l'addiction et des pertes liées aux paris sportifs. Jusqu'ici, nous avons parlé des mécanismes, des chiffres, de stratégies, de marché et de régulation. Mais derrière tout cela, il y a une réalité qu'aucune statistique ne peut vraiment traduire. Parce que les paris sportifs ne détruisent pas des concepts abstraits. Ils détruisent des parcours, des projets, des familles, des avenirs. Et pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut écouter ceux qui l'ont vécu de l'intérieur. Je ne parvenais plus à garder les sous que j'avais. Parce que je voulais un peu... J'avais une petite voix dans ma tête à chaque fois qui me disait: joue un peu 200 là-bas, joue un peu 300 là-bas, tu peux gagner 2000, tu peux gagner 1000 francs. Parfois même j'appelle les gens que là, c'est pardon, même beaucoup là-bas, pardon, aide-moi pas 1000 francs, aide-moi faire 500 là-bas, c'est pour gérer un cas un peu bizarre. Pourtant je voulais moi jouer Paris foot. C'est comme ça que je suis devenu accro. Au point de me retrouver encore de miser 10 000 francs. J'ai perdu. J'ai été un parieur compulsif. Je pouvais faire 300 à 400 paris par jour. Au pire moment, je perdais entre 17 et 23 000 euros chaque mois. J'ai volé de l'argent pendant longtemps. J'étais dans un tel pétrin, je ne savais pas comment arrêter ça. Mon cerveau me disait que le suicide était la solution, que ce serait la meilleure chose à faire pour tout le monde. Ce que j'ai gagné dans les 40 000. Bon, et ce que j'ai perdu, ça dépasse. Normalement, ce jeu même, lorsqu'on joue, c'est pour gagner, mais pour gagner aussi, c'est difficile. C'est difficile de gagner parfois. Ou bien, si on dit plusieurs fois, je perds souvent. Je ne gagne pas constamment. Bon, parfois, je peux avoir 100 000, parfois 75 000. Ça dépend. Quand même, j'ai plus perdu. Mais ça, on peut beaucoup plus qu'on en gagne. Je suis très en fête maintenant, mais pour la fête d'aujourd'hui, j'ai fait une fête de 1500 francs. C'est beaucoup pour moi. Prenons le cas de Raphaël, un jeune cadre sans difficulté financière particulière au départ. Il découvre les paris sportifs comme beaucoup par curiosité, puis par plaisir. Les premières mises sont modestes, les premières victoires arrivent vite. Trop vite, elle crée l'illusion du contrôle. Puis les pertes commencent et avec elle se reflète que presque tous les joueurs reconnaissent vouloir se refaire. Très vite, Raphaël est repéré par la plateforme. Il devient un client VIP. On lui offre un conseiller personnel, des bonus, des invitations à des matchs, des cadeaux. Il se sent reconnu, valorisé. En réalité, il est simplement identifié comme extrêmement rentable. En 4 ans, il perd plusieurs centaines de milliers d'euros. Le jour où il gagne enfin une somme importante, on l'appelle à plusieurs reprises pour l'encourager à continuer de jouer au lieu de retirer l'argent. À moins de 2 jours, tout disparaît. Ce jour-là, il ne perd pas seulement de l'argent, il perd sa stabilité, son mariage, sa maison et presque sa vie. En Afrique francophone, les témoignages se multiplient. Des jeunes sans emploi stable, attirés par des promesses de gains rapides, investissent leurs économies, puis s'endettent. Certains utilisent l'argent destiné aux études ou à la famille. D'autres vont plus loin, empruntent, volent, mentent. Le jeu devient central, le reste devient secondaire. Un ancien parieur ivoirien raconte avoir commencé avec des mises de quelques milliers de francs CFA. En 2 ans, il avait accumulé des dettes équivalentes à plusieurs années de salaire. Il passait ses nuits à analyser des matchs, à suivre des pronostiqueurs, à rêver du ticket parfait. Le jour où il a voulu arrêter, il s'est rendu compte qu'il ne savait plus comment vivre sans parier. Dans les pays occidentaux, le constat est tout aussi alarmant.
alarmant. Des études menées au Royaume-Uni montrent que près de 40% des joueurs pathologiques présentent un risque suicidaire. Certains athlètes célèbres ont publiquement reconnu après avoir perdu des millions malgré leur richesse et leur notoriété. Cela démontre une chose essentielle. Le niveau de revenu ne protège pas de l'addiction. Il y a des parents qui découvrent que leur enfant a vidé un compte bancaire. Les conjoints qui vivent avec le mensonge permanent. Les frères, les sœurs, les amis impuissants face à une spirale qu'ils ne comprennent pas toujours. Nicolas avait pourtant toutes les cartes en main pour réussir. Le jeune homme a grandi dans un milieu aisé sur la Côte d'Azur. À 23 ans, son père lui laisse même la gérance de l'entreprise familiale. Une société de transport créée en 2005 qui enregistre un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros et où travaillent une trentaine d'employés. À cause de son addiction, Nicolas a mis en danger son entreprise familiale. J'ai commencé à croire que l'argent de l'entreprise était mon argent. Et après, que j'ai pu commencer à augmenter mes mises. Au lieu de miser, je sais pas, 2, 3, 500 euros par jour, j'ai commencé à miser peut-être 2, 3, 4 000 euros par jour. À force de cumuler les dettes, il a même fini par perdre son entreprise. Et puis, il y a ceux qui ont réussi à s'en sortir. Leur point commun, ils ont accepté de demander de l'aide. Ils ont compris que le problème n'était pas de l'intelligence, ni le manque de discipline, mais un système conçu pour faire peur. Ces témoignages sont essentiels. Ils brisent le silence, ils cassent le mythe. Ils rappellent que derrière chaque publicité joyeuse, il y a une face sombre, soigneusement dissimulée. Et maintenant que nous avons vu ces histoires, maintenant que les chiffres ont un visage et que les mécanismes ont des conséquences humaines, il reste une dernière étape. De position. Nous arrivons maintenant à la fin de cette longue exploration des paris sportifs. Après avoir vu l'histoire, le fonctionnement, les stratégies des opérateurs, les conséquences économiques et sociales, les témoignages bouleversants, il est temps de se tourner vers l'essentiel. Que faire concrètement pour se protéger et aider ceux qui ont besoin? La première règle, et c'est peut-être la plus importante, c'est de prendre conscience du risque. Comprenez que le jeu n'est pas un moyen rapide de gagner de l'argent. Il est conçu pour générer des pertes, pour créer des comportements répétitifs et parfois pour exploiter vos faiblesses psychologiques. Accepter cette réalité, c'est déjà faire un pas immense vers la protection de votre argent, de votre santé mentale et de votre relation. Ensuite, fixez-vous des limites, que ce soit en temps ou en argent. Ne dépassez jamais ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et surtout, respectez ces limites. Cela peut sembler simple, mais c'est la clé pour éviter de tomber dans le piège de l'addiction. Troisième conseil, recherchez du soutien. Parlez à un proche, rejoindre un groupe de soutien ou consulter un professionnel. L'isolement accentue la dépendance et renforce le sentiment d'échec. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un accompagnement, même bref. Enfin, pour ceux qui sont tentés par les paris sportifs, souvenez-vous de ceci. Le plaisir doit primer sur la part du gain. Si vous choisissez de jouer, faites-le comme un divertissement ponctuel et non comme une source de revenus. Ne laissez jamais le pari contrôler votre vie. Pour conclure, les paris sportifs ne sont pas un jeu comme les autres. Ils touchent profondément l'économie, à la société et surtout aux individus. Mais avec information, vigilance et limite, il est possible de naviguer dans ce monde sans se perdre. Alors, souvenez-vous, protégez votre argent, votre esprit et vos proches. Et si vous avez aimé cette vidéo et trouvé ces conseils utiles, partagez-les autour de vous. Car informer, prévenir et accompagner reste notre meilleure arme contre ce phénomène.